Merci beaucoup, Jean-Michel. Euh, je vais poser la première question. Tu as cité un dictionnaire et est-ce que tu peux me donner le nom de l'auteur pour que je puisse le mettre dans le chat? Oui, alors c'est le dictionnaire de philosophie morale. Et je te remettrai ça tout à l'heure. Ok, très bien. Alors c'est un dictionnaire qui a été rédigé, qui est en 2 volumes, ça doit faire à peu près 3000 pages, je pense, ou un peu plus, et qui a été rédigé par de nombreuses personnes, toutes dans leur spécialité. Je ne me lasse pas de l'utiliser. Voilà. C'est pour ça, donc on vous le diffusera. Je vous mets la charte éthique. Isabelle a rappelé la norme, le titre de la norme ISO 26000. Et vous trouverez dans le chat la charte éthique du syndicat de l'intelligence économique et la charte éthique des ingénieurs d'IESF. Donc c'est un peu les questions qu'on avait. Qui va évoluer d'ailleurs. Qui va évoluer? Oui, semblerait-il. Hop là. Je vais nous remettre en galerie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être dans la mesure où c'est le dernier webinaire, peut-être Bernard, tu voulais rebondir pour faire le lien un petit peu entre tous ces aspects qu'on a pu évoquer dans les différents webinaires. Oui, merci Julie. Alors tout d'abord, j'ai écouté très attentivement ce que vient de nous exposer Jean-Michel et je trouve sa prestation tout à fait remarquable parce qu'elle a le mérite d'être claire. En plus, elle est exposée avec un art pédagogique qui va certainement convaincre nos ingénieurs finalement de la faisabilité de tout ce qu'ils viennent dire et de cette nécessité. Ce qu'il a montré, c'est que l'éthique, elle nous concerne individuellement, personnellement dans nos parcours professionnels. Elle est aussi une demande de la société. Dans les entreprises que nous sommes en train de construire ou de reconstruire, il est évident que l'aspect éthique et la déontologie qui l'accompagne sont incontournables. La société, d'ailleurs, est de plus en plus quelque chose qui nous incite à prendre ça en compte. La société et puis le marché. On voit très bien que les fonds éthiques se développent, que l'éthique est partout, elle est à toutes les sauces. Donc, ne pas en parler dans un webinaire concernant l'intelligence économique serait passer à côté de beaucoup de choses. Alors, il y a aussi des applications qui découlent de ce que Jean-Michel Nicolaï vient de nous exposer dans le quotidien des activités d'intelligence économique qui seront le fait de nos ingénieurs. Alors, il y a un certain nombre de choses qui doivent être dites. D'abord, l'intelligence économique est quelque chose de transparent. Ce n'est pas secret. Un système d'intelligence économique qui serait secret dans une organisation, privée ou publique, est une aberration. Jean-Michel a parlé de certaines choses qui relèvent de pratiques troubles, qui voisinent l'espionnage, qui voisinent la guerre économique. C'est une réalité, mais ce n'est pas celle de l'intelligence économique qu'à ISF nous défendons. Il y a, comme il l'a dit, des services d'État, des services dits secrets, ou plus ou moins secrets, qui sont chargés de cet aspect des choses. L'intelligence économique doit en connaître, elle doit savoir que ça existe. Et lorsqu'il nécessité oblige, eh bien, elle se tournera vers ses partenaires étatiques pour régler certaines difficultés. Donc, dans l'entreprise, il y a la transparence, il y a aussi des attitudes de valorisation des ingénieurs qui participent aux acquis de l'intelligence économique, qui font des recherches, qui découvrent des choses. Eh bien, l'éthique oblige l'organisation à en tenir compte. Tous les efforts d'acquisition, d'intelligence, d'analyse de l'information de la part de nos ingénieurs, tout leur travail de simplification mérite une valorisation à la fois psychologique et également de carrière. Voilà. Donc, de ce que dit Jean-Michel, découle un certain nombre d'applications concrètes dans la réalité quotidienne de l'intelligence économique. Et donc, nous ne pouvons que le remercier de son exposé. Voilà ce que je voulais tout d'abord dire en premier. Maintenant, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Peut-être d'autres qui assistent à notre webinaire ont des questions.
à poser. Merci Bernard. Le plus simple étant que vous rallumiez votre micro et que vous nous posiez la question. Comme ça, c'est l'occasion de vous rencontrer aussi. Je crois que Jacques a une question. Oui, Jacques Bongrand, bonjour. J'ai une question. Est-ce qu'on peut imaginer, là, on a parlé de normes, de valeurs individuelles, est-ce qu'on peut imaginer des nuances acceptables ou souhaitables entre l'éthique de l'entreprise et l'éthique de l'ingénieur qui est dans l'entreprise? Je prendrai par exemple un exemple. En matière de communication, on peut imaginer que les valeurs personnelles conduisent à dire il faut dire beaucoup de choses et que les valeurs de l'entreprise sont on ne dit rien de faux, mais peut-être pas tout quand même. Alors, il ne faut pas tout dire. Il faut dire les choses d'une façon, encore une fois, raisonnée et raisonnable, tout simplement. Dire des secrets, ça ne sert à rien. Pourquoi le ferait-on? Pourquoi aurions-nous une transparence quasi pathologique à déverser sur la table des discussions? Tant que nous ne sommes pas en dehors d'un certain nombre de règles que nous devons de respecter, il n'y a, de mon point de vue, aucun problème. Cette question-là, elle est problématique. J'entends trop souvent de gens dire oui, mais on ne peut pas tout dire. Mais non, mais pourquoi tout dire? Ça sert à quoi tout dire? On fait ce que nous avons à faire dans un cadre extrêmement précis, extrêmement réglementé. Nous respectons la loi, nous respectons nos institutions, nous respectons notre entreprise et nous n'avons pas à être transparents à tous les niveaux tant qu'on ne nous le demande pas pour des raisons qui sont des raisons précises, c'est-à-dire tout simplement légales. Juste peut-être une interrogation, Jean-Michel, si tu veux bien, c'est les lanceurs d'alerte. Comment est-ce qu'on les articule un peu dans le dispositif? Parce que ça peut être des gens qui sont qui se mettent en porte-à-faux ou qui sont considérés comme étant en porte-à-faux avec l'entreprise. Bernard, ton point de vue aussi serait intéressant. Oui. Les lanceurs d'alerte sont malheureusement très souvent conspués, condamnés. C'est particulièrement difficile pour eux. Encore faut-il à chaque fois considérer d'une façon tout à fait objective la qualité de l'alerte. Il y a de mauvaises alertes qui ne servent à rien et il y a aussi d'excellentes alertes. On a dans le monde et dans certains pays des fondations, par exemple, qui protègent et permettent à des lanceurs d'alerte de vivre, tout simplement. Parce qu'en général, ils perdent leur emploi, ils perdent leur statut, ils sont interdits d'employabilité dans un certain nombre d'entreprises qui appartiennent tous deux mois au même réseau. Et en France, on a besoin effectivement d'un vrai statut de lanceur d'alerte. À chaque fois que quelqu'un lance une alerte, on s'aperçoit en tout cas qu'il est en difficulté sociale très rapidement. Oui, il y a besoin d'une loi, il y a besoin d'un statut beaucoup plus précis, beaucoup plus solide que ce qui existe aujourd'hui. Alors, pour rebondir sur ce que dit Jean-Michel, si on m'entend, Julie, on m'entend? On m'entend, oui. Absolument. Très bien. Je dirais que dans un système d'intelligence économique dans une entreprise, le lanceur d'alerte nécessite les conseils, notamment de la CNIL. La Commission nationale informatique et liberté connaît bien cet aspect de l'intelligence économique et donc il y a des expériences, il y a des antécédents qui permettent de voir ce qui se fait le mieux dans ce domaine-là. Alors en France, c'est vrai que où l'on parle toujours de délation, la vie du lanceur d'alerte est compliquée. Mais je crois que l'idéal, c'est d'en parler, de dire voilà, si vous êtes pour une raison ou pour une autre amené à connaître des informations ou des dérives de certains collègues qui mettraient en danger la survie de l'entreprise, sachez que vous avez quelqu'un à qui parler dans l'entreprise. De manière naturelle, c'est le ou la DRH qui sera le réceptacle d'éventuelles alertes ou confidences. Il ne faut pas faire une montagne de cette affaire-là, mais il faut que le mot lanceur d'alerte, que le problème soit exposé. Et après, chacun, vis-à-vis de sa conscience, vis-à-vis de son appréciation, décidera de ce qu'il a à faire. C'est une vraie question de management responsable et de management éthique de l'entreprise, mais c'est aussi poser la question de la sûreté éthique de l'entreprise et de notre capacité à auditer.
cette sûreté éthique dans l'entreprise. Et pour cela, je mettrai aussi dans la bibliographie une méthodologie d'audit de la sûreté éthique qui a été mise en place par Michel Jorax et Jackie Galins en 2010, qui est, ma foi, très intéressante. Et je connais quelques entreprises qui s'en sont emparées. Du coup, moi, j'ai une question supplémentaire. C'est, as-tu vu dans les Tu parles à qui, Julien, moi? Tu m'entends? Tu parles à moi, c'est ça? Oui, je te parle à toi, mais du coup, la réponse de Bernard m'intéresse aussi, et si d'autres participants veulent rebondir. Est-ce que tu penses que les entreprises actuellement sont confrontées à des enjeux différents? Je fais allusion notamment à des échanges qu'on a eu fréquemment au niveau du comité sur comment réconcilier le fait que les plus jeunes générations savent très bien qu'elles ne feront pas leur carrière en totalité dans l'entreprise où elles sont aujourd'hui, doivent rester employables et donc communiquer. Et on sait que ça passe notamment par des échanges sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à LinkedIn, voilà. Et du coup, comment tu penses que les entreprises peuvent à la fois éthiquement concilier leurs besoins de protection de leurs enjeux et en même temps comment dire, s'assurer éthiquement que les gens qu'elles salarient à un instant T ou qu'elles emploient à un instant T gardent leur potentiel d'employabilité. Effectivement, je reviendrai à ton exposé de la dernière fois. On ne peut effectivement gérer cette problématique qu'en mettant en place un management responsable et éthique au sein de l'entreprise. Nous devons considérer que la sécurité et la sûreté d'une entreprise, c'est l'affaire de la place centrale des ressources humaines dans cette entreprise. Quand on est fier d'appartenir à une entreprise, même pour une durée déterminée, eh bien, ma foi, on sécurise cette entreprise. Même si on va ailleurs par la suite, si on a été formé à cette dimension, si on a été managé d'une façon responsable et éthique, je pense qu'on limite les dégâts. Pour le reste, c'est un problème de droit et personne ne peut partir d'une entreprise en volant des secrets, un carnet d'adresses ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, il faut tout simplement enquêter, porter plainte et faire condamner. C'est en tout cas la position qui est la mienne. Le management responsable est quelque chose d'important. Le management éthique d'une entreprise est quelque chose d'important. Ça passe par là. La sécurité et la sûreté passent par ces aspects-là. On ne pourra pas mettre effectivement un surveillant devant chaque professionnel détenteur d'une petite partie stratégique de l'entreprise. Voilà. Bernard, tu voulais peut-être rebondir? Ouais, je voudrais dire aussi que quand on voit l'actualité des fraudes à l'intérieur des entreprises, de la corruption, des détournements de fonds, lorsque l'on prend en compte le fait qu'à travers la cybercriminalité, la cyberdélinquance, il n'y a pas que des technologies, des bidouillages algorithmiques, il y a aussi bien souvent un salarié ou un ancien salarié qui se venge ou règle des comptes. Donc, le mélange sécurité-sûreté, et d'ailleurs Jean-Michel l'a dit à plusieurs reprises dans son exposé, on ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas séparer, par exemple, le logiciel, le magiciel le espion de celui qui espionne. Donc, l'aspect humain est indissociable de l'agression numérique digitale. Et donc, il faut tenir compte également de cela par un dialogue. Il faut exposer les problèmes, il faut exposer ces risques. Une fois qu'on les a exposés, ils seront en grande partie réduits. Et là, la parole, la communication, la sémantique, la confiance entre les parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise est fondamentale. Et nous avons également d'autres choses qui concernent l'éthique. Je voudrais mettre le point sur la séparation entre vie professionnelle et vie privée.
L'entreprise digitale qui se développe actuellement utilise des outils, des matériels qui font qu'on ne sait plus très bien si on se trouve, surtout en ce moment, avec le Covid-19, si on se trouve dans l'entreprise ou si on se trouve chez soi. En fait, il y a une ubiquité qui concerne tous les acteurs à l'intérieur d'une entreprise et même les mots intérieur et extérieur deviennent désuets. Et je crois que l'éthique est d'autant plus nécessaire que la situation que j'expose, eh bien, brouille beaucoup de cartes. Et la manière de vivre ensemble à l'intérieur d'une organisation devient quelque chose d'absolument incontournable. C'est pour ça que nous avons terminé aujourd'hui par l'éthique et la déontologie, ces 5 séances, parce que finalement, on va toucher ici à l'aspect philosophique de la chose, et cet aspect philosophique, eh bien, est fondateur. Oui, Julie, tu m'as entendu ? Je t'entendais très bien et je saluais la prise en compte de ce sujet d'actualité dans la mesure où nous venons à vous dans ce webinaire chez vous. Voilà. Nous les faisons depuis chez nous et que de nombreux praticiens ont théorisé que le futur du travail était l'ère non plus de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, mais l'intégration de la vie privée et de la vie professionnelle. Et si certains d'entre vous sont parents d'enfants, ils l'ont vécu cette année avec une acuité tout à fait réjouissante. Et donc, effectivement, je trouve que c'est intéressant de prendre cette dimension-là. Oui. Alors, la Cour de cassation, oui, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur ces aspects-là, hein, sur le temps passé entre l'entreprise et le monde privé, entre les deux, et c'est tout à fait intéressant. Et je crois que la meilleure manière de régler ça, c'est à travers finalement une convention interne où les salariés, le management se rencontrent bien tout simplement pour en parler. On va définir ensemble, de manière tout à fait éthique, dans la confiance, où commence l'intérieur, où commence la vie privée, où commence la vie professionnelle, et définir des règles. Et je crois que des règles de bon sens permettront d'éviter bien des ennuis. Effectivement, dans ma pratique thérapeutique, je rencontre beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété importante. Et la problématique revient toujours dans la conversation, c'est-à-dire je ne supporte plus l'intrusion de mon ou de ma responsable dans ma vie privée. Et il est évident que le télétravail, ça se manage. Mais pour qu'il soit managé, il faut que le manager soit formé à cela. Et puis il faut mettre après, bien sûr, toutes les instances de communication qui vont permettre d'intégrer le télétravail dans l'entreprise. Mais c'est une question qui aujourd'hui est une vraie question de santé mentale en tout cas, et qui met l'entreprise dans une dynamique aussi parfois d'insécurité, d'inéthique ou d'insureté. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Bernard, c'est vraiment quelque chose que je vois toutes les semaines. Cyril, vous avez une question ? Oui, merci de me donner la parole. Je voulais intervenir puisque j'ai l'impression que l'éthique est un sujet sur lequel on discute généralement peu dans les entreprises. Alors ça change. Et en fait, j'ai plusieurs expériences professionnelles qui m'ont montré que, notamment dans une entreprise de culture allemande avec une petite filiale en France, en fait, moi j'ai parlé d'éthique au moment où on a été audité par un cabinet d'avocats dans le cadre d'interaction entre les entreprises, de cartels en fait. Et donc c'est un sujet que j'ai découvert à cette occasion et
et voilà où ça en est resté. Et dans une entreprise ensuite de culture plutôt anglaise et japonaise, là par contre, dès le début, lors du processus de recrutement, j'avais un livret assez conséquent d'une trentaine de pages sur l'éthique de l'entreprise, avec des cas concrets. Et tous les 6 mois, nous avions une séance de vidéos avec des cas concrets sur la corruption, sur tous ces sujets autour de l'éthique, qui nous permettaient justement de se poser des questions, de se rendre compte quels étaient les risques que nous encourions, nous, au nom de l'entreprise. Et alors, je ne sais pas si ça s'est beaucoup développé dans les entreprises, en particulier françaises, mais est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est aussi la problématique il faut être éthique, ok, mais en quoi ça consiste, hein, en fait, et on n'en parle jamais durant la formation initiale que j'ai reçue. Il me semble pas avoir beaucoup entendu parler d'éthique, et voilà, je pense qu'il faut en parler, mais effectivement, c'est un travail de convaincre les entreprises. Ce que vous dites là, Cyril, est génial, parce qu'en fait, on est dans l'éthique pratique, on est dans le management de l'éthique, on est dans l'audit de l'éthique, et donc on crée une vraie sécurité éthique dans l'entreprise. Et c'est vrai que nous pourrions beaucoup apprendre de cette pratique que vous venez de relater. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Il y a des responsables de la compliance, il y a des responsables de l'éthique, il y a des responsables de la responsabilité sociale de l'entreprise. Enfin, il y a beaucoup de responsables et parfois des gens très isolés. Et c'est difficile à mettre en œuvre. Là, ce que vous nous relatez est quelque chose d'intéressant. À la limite, j'aimerais bien qu'on puisse discuter un jour au téléphone ensemble et que vous m'en parliez un peu plus. Même si j'arrête peu à peu mon traquagement en tant qu'ingénieur, enfin, c'est quasiment terminé. Mais ouais, c'est très, très intéressant parce que je n'en avais jamais entendu parler. En ces termes, en tout cas. Merci. Alors, ce que vient de dire Cyril me fait penser à un autre aspect international de l'éthique et de la morale. La morale est une arme internationale dans les programmes, je dirais, de politique publique de certains de nos concurrents, étatiques notamment. Et je pense notamment à la fameuse convention OCDE sur la lutte contre la corruption, qui permet à des pays comme les États-Unis, qui sont informés de la corruption commise par des entreprises, par exemple françaises, de leur intenter des procès en s'appuyant sur l'extraterritorialité du droit américain, qui est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc finalement, on voit bien que la morale, l'éthique sont aussi des sujets de rivalité internationale entre des nations qui sont plus ou moins conscientes des enjeux. Il est certain que sur cet aspect de corruption internationale, à l'époque où les cadres éthiques et moraux, entre guillemets, là je mets des guillemets, ont été définis, la France n'était pas en position intellectuelle de comprendre les enjeux. Nous avons eu un seul ministre qui a compris, qui était à l'époque le ministre des Finances, et qui a compris qu'on s'était fait avoir. Il a même eu un terme un petit peu plus salace, mais qui disait la vérité, c'est-à-dire que finalement, nos péchés nous condamnent à perdre des marchés, alors que la curiosité et l'espionnage des autres, eh bien, leur permettent de prendre notre place. Et ce système-là continue de durer. Voilà, je voulais ouvrir, grâce à Cyril, ce petit volet sur morale et éthique internationale, où il faut se méfier parfois de certaines bonnes intentions affichées qui cachent des stratégies dont nous n'avons pas forcément l'habitude dans notre beau pays. Pascal, vous aviez une question aussi ? Oui, bonjour. Je voulais réagir par rapport à ce qu'avait dit Cyril, qui me paraît assez intéressant parce que on a eu des expériences dans des multinationales l'un comme l'autre, et je pense que c'est très difficile de garantir ces aspects, cette sécurité par rapport à la compliance déjà de la loi au niveau des multinationales. Moi, mon expérience, ça a été dans un grand groupe multinational suédois, où quand vous travaillez au siège, eh bien, vous avez la direction juridique qui régulièrement essaye de sensibiliser
un certain nombre de directions sur ce qu'il faut faire. Donc déjà, quand vous êtes professionnel des études de marché, vous suivez le cadre qui vous est fixé par la direction juridique du siège. Ensuite, vous vous imposez de manière volontaire des codes d'éthique et de déontologie des professions d'études de marché ou d'intelligence concurrentielle. Mais ça, vous le faites librement. Par contre, je pense qu'il est beaucoup plus difficile dans les multinationales de maîtriser ce qui se passe au niveau des filiales, puisque elles ne recevront pas forcément le même niveau de formation et d'information. Et vous pouvez avoir au siège des gens qui vont essayer de travailler dans les règles, et puis vous pouvez avoir des gens dans les filiales qui font n'importe quoi. Or, dans une multinationale, il suffit qu'il y ait une filiale, par exemple au niveau Europe, qui fasse des bêtises, et c'est tout le groupe qui prend, et qui prend très cher, puisque dans ce que disait Cyril, les problèmes de cartel, je rappelle que ça va jusqu'à 10% du chiffre d'affaires du groupe. Et quand vous êtes une multinationale qui vendait partout dans le monde, ça représente des sommes absolument colossales. Et quand les entreprises se sont fait pincer et épingler une fois qu'elles ont eu un raid, notamment les autorités anti-concurrence, en général, derrière, le juridique renforce, crée des règles de compliance sévérisées, communique beaucoup plus et à tous les étages. Mais malheureusement, sur les multinationales, je pense que c'est un vrai problème. C'est très, très difficile à contrôler. Voilà ce que je voulais ajouter. C'est le rôle des éthiques officers de pallier à ce que vous venez de nous dire de manière tout à fait justifiée. C'est un métier, ça. En l'occurrence, c'est plutôt les juristes qui communiquent. Hein. Encore faut-il avoir un juriste qui prenne son bâton de pèlerin, qui rentre dans les directions marketing, commerciales et qui aille expliquer ça. Et ensuite, la diffusion vers les filiales, c'est une autre affaire. Et ensuite, le respect des règles par les gens, c'est encore un autre problème, parce qu'ensuite, il y a les problèmes comportementaux individuels où il y aurait beaucoup à dire. Et des fois, des gens très haut placés qui donnent vraiment pas l'exemple et qui conduisent les entreprises à des situations très graves. Et c'est l'ensemble des salariés qui vont trinquer, alors que ce sont quelques dirigeants qui ont commis des fautes ou des délits, je ne sais pas dans quelle catégorie ça rentre. Et ça, c'est particulièrement grave qu'au niveau des dirigeants dans les filiales, il n'y ait pas plus de sanctions. D'ailleurs, je ne sais même pas si dans tous ces groupes où il y a eu, je pense que tous les grands groupes cotés ont eu des histoires, ou une grande majorité d'entre eux. Je serais intéressé si quelqu'un faisait un audit des sanctions qui ont été appliquées à des dirigeants qui ont mis leur groupe, dont ils ne sont pas les propriétaires et les actionnaires, ces dirigeants qui ont mis des entreprises dans des situations très très difficiles. Oui, il y a des procès, il y a des sanctions, elles ne sont pas très nombreuses. Mais vous posez effectivement une vraie question. Vous savez, vous connaissez le proverbe chinois, le poisson pourri par la tête. Et les tentations humaines qu'évoquait en filigrane Jean-Michel sont toujours présentes. Hein, le goût du pouvoir, le goût du lucre, le goût de l'accaparement. Eh bien, c'est éternel, c'est universel, c'est vieux comme le monde et ça durera tant que le monde durera. Il y aura toujours des états-majors qui céderont à la tentation et bazarderont le travail des autres. Ça, on peut le réduire, mais on ne peut pas l'éviter. Malheureusement, je pense que les conséquences de ces actes ne sont pas supportées par ceux qui en sont à l'origine. Prenez un exemple. Si vous avez une société, vous pouvez regarder l'autorité de la concurrence publie régulièrement des sanctions, des amendes. Si vous avez une société cotée, est-ce que le dirigeant va être sanctionné premièrement? Deuxièmement, ils vont avoir à payer des amendes qui vont se chiffrer, des fois c'est des milliards hein, pour des groupes, si vous êtes dans le CAC 40 ou le DAX ou je sais pas quoi.
les actionnaires, eux, qui sont des fonds de pension ou autres, ils se contrefichent de savoir, eux, ils vont pas vouloir lâcher leurs dividendes. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver l'argent. Comment va-t-on trouver l'argent pour payer ces amendes? Il va falloir trouver l'argent. Et généralement, on va faire ça par la réduction de coûts. Et qui va supporter ça? Généralement, c'est pas en haut de la pyramide, c'est plutôt en bas. Donc, il y a un problème de responsabilité sociétale majeur. Derrière, c'est le problème d'éthique. Je sais pas, j'aimerais bien, si quelqu'un a fait une étude sur les sanctions internes dans les entreprises, ce serait vraiment très intéressant de savoir ce qui s'est réellement passé en termes de sanctions. Tout à fait. Écoutez, moi, je n'ai pas d'études à ma disposition. Je ne sais pas si Jean-Michel en a ou quelqu'un d'autre. Mais peut-être. En fait, la bonne nouvelle, c'est là, pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais on a des compétences de veille très élevées dans ce comité. Donc, stay tuned, comme on dit, parce que oui. Je vois Toussaint qui est déjà en train de chercher. Alors, nous pourrions tous revoir une vidéo qui est disponible à partir du site de la fondation Ostad El Haï que nous avions organisé il y a quelques années, le colloque management d'éthique de l'entreprise, je crois qu'il s'appelait ainsi. Et une scientifique, alors je ne me rappelle plus de son nom, nous avait indiqué, démontré que les entreprises qui avaient un niveau d'éthique opérationnelle plus important que d'autres avaient un cours de bourse pendant cette crise financière que nous avons connue, c'était il y a une dizaine d'années, il y avait un cours de bourse qui ne s'était pas effondré et qui s'était plutôt maintenu et qui s'en tirait face à toutes ces difficultés. Voilà. Il y a une conférence là-dessus à partir de la fondation Ostad El Haï qui avait filmé ce colloque. Je vous invite à le regarder, c'est tout à fait passionnant. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que dans ces 3 minutes, quelqu'un a une question supplémentaire? Vous êtes tous en pleine réflexion éthique. Ben oui, je comprends. Écoutez, moi, je tiens à votre disposition, en tout cas, ce papier que j'ai écrit ces 2 derniers jours, là, et puis, bien sûr, la biographie qui l'a soutenu. Voilà. Donc, il suffit de me demander et je vous l'enverrai. Le replay de la vidéo, le replay de la conférence sera très très bientôt en ligne, puisque là aussi, on a des grandes compétences et une grande efficacité via le site des IESF. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous d'avoir assisté à cette série. Un certain nombre d'entre vous étaient là sur les 5. Cyril, je sais que c'était votre cas notamment, mais vous n'étiez pas le seul. Et donc, merci particulièrement à celles et ceux qui ont pris tout ce temps pour assister à nos réflexions. Encore une fois, les replays seront disponibles. Ces réflexions, elles s'inscrivent dans le cadre d'un projet de MOOC du comité intelligence économique. C'est en quelque sorte le MVP de ce qu'on veut réaliser. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aussi être tenu au courant des avancées de ce projet, si vous voulez participer aux échanges. Voilà. Pour l'instant, nos réunions ont toutes lieu en visio, mais on ne désespère pas. Peut-être bientôt, on se retrouve tous en vrai rue Lamennais. Nous, en tout cas, on en serait ravis. Voilà. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci. Et merci encore. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Merci, c'était très bien. Merci, au revoir. Au revoir.